Tribunal de l'actualité, acte 2 de la semaine. Ravi de vous retrouver sur les antennes médias, les leaders médias, Twi TV et Watt FM. Comme vous le savez, vous êtes au tribunal de l'actualité, une occasion pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Bien le bonjour à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scaledo-Drago, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les juges. Bernard Bourgouma-Diofra, bienvenue. Bonjour, président Drago. Bonjour, juge Baha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. La ville de Nouna, dans la Kossi, à nouveau la cible d'une attaque terroriste après la prison civile de cette ville. C'est le nouveau bâtiment qui devrait abriter le siège du Haut Commissariat qui a été endommagé par des hommes armés. La boucle du Moule est-elle un ventre mou de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso? La question est enrôlée au tribunal de l'actualité. Autre sujet qui sera soumis à l'analyse des juges au siège, le déplacement annoncé de Macky Sall en Russie et en Ukraine. Le président en exercice de l'Union africaine se pose en médiateur dans cette crise qui impacte fortement l'économie africaine. Décryptage de ces deux sujets après les avant-propos. Et pour la partie avant-propos, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation du tribunal de l'actualité? Merci, président. Ce qui retient notre attention, c'est les 8 ans de décès dans des circonstances troublées jusqu'à présent pas élucidées du juge Salifou Nebié, donc juge constitutionnel, qui est décédé à un moment donné où le Burkina Faso traversait une crise politique majeure entre on est d'accord ou on n'est pas d'accord pour la modification de l'article 37. Donc après son décès, son corps qui a été retrouvé de Saponé dans des conditions très difficiles à voir également pour ceux qui ont été témoins de la scène, il y a eu beaucoup de commentaires, suffisamment de commentaires sur sa disparition, entre meurtre commandité, règlement de compte, assassinat sur fond de mobile politique. Il y a eu beaucoup de commentaires qui ont fusé de partout, parce que l'homme était présenté comme étant proche de ceux qui avaient claqué la porte du MPP, comme faisant partie de ceux qui avaient aidé à écrire les textes fondateurs de ce parti. Toutes ces informations, on les a entendues. Après, il y a que, pour certains, comme c'est un ancien juge TPR, c'est le passé qui rattrape. Il y a eu beaucoup de commentaires et jusqu'à présent, l'affaire n'a pas encore été élucidée. Et celui qui avait le dossier, le juge qui était en charge du dossier, avait demandé d'ailleurs à être dessaisi compte tenu de sa proximité avec le docteur Salifou Nebié, et il avait même dit que le jour même de l'enterrement, il fait partie de ceux qui ont porté le cercueil pour conduire Salifou Nebié dans sa dernière demeure. Il n'a pas été entendu parce que, bon, malgré tout, le dossier lui a été confié, il est resté avec le dossier. Et puis bon, à quelques jours, et puis après, bon, ce dernier également décède d'une courte maladie, de façon suspecte également. Il y en a qui ont évoqué la cause d'un assassinat par empoisonnement, mais bon, ça a resté des choses également qui n'ont pas été élucidées. Bon, des gens ont demandé des autopsies, jusqu'à présent, c'est un dossier qui est plus ou moins encombrant pour certains. Mais c'est aussi une justice burkinabé, parce que le Burkinabé s'était dit, bon, cette fois-ci, c'est un juge qui a été tué dans des conditions très troubles et que, normalement, les enquêtes devraient pouvoir aller avec beaucoup plus de célérité. Et comme l'autre juge est décédé sur ce dossier, est-ce que les uns et les autres également n'ont pas peur aussi? Bon, je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'était une mort suspecte de trop pour le Burkina Faso, et jusqu'à présent ce n'est pas élucidé. Encore beaucoup de courage à sa famille biologique, politique et professionnelle, et vivement la lumière également sur ce dossier qui cristallise aussi les attentions au niveau du Burkina Faso. Merci, juge Bouma. Juge Baha. Oui, merci président. Moi, mon avant-propos va concerner les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, BAD, qui devrait donc débuter aujourd'hui, mardi, au Ghana, à Accra pour être plus précis. Et il faut dire que c'est depuis qu'on a la maladie à coronavirus, là, c'est, on va dire, la première fois qu'il y a la rencontre en présentiel, mais en partie, ça aussi il faut le préciser. Maintenant, la thématique, elle tourne autour de la question de la résilience climatique
et les transitions énergétiques justement en Afrique. Ça vient après le sommet d'Abidjan qu'on a eu il n'y a pas si longtemps sur les efforts notamment en matière on va dire, gouvernance plus verte de notre monde, mais comme à l'accoutumée, ce sont des rendez-vous qui ne sortent pas avec des engagements forts, alors qu'il y a, quoi qu'on dise aussi, un continent, celui africain, qui paie vraiment le plus lourd pour ce qui est de ces changements-là. On a vu récemment les pluies diluviennes comme on n'en avait pas encore vu au Nigeria, en Afrique du Sud, avec un nombre de morts jamais égalé. C'est la preuve de ces changements-là. Et même chez nous aujourd'hui, je prends le cas du Burkina Faso, nous avons maintenant des saisons de pluie quelquefois qui s'étendent avec une répartition des précipitations non maîtrisées et la période de froid qui vient des fois tardivement, qui s'en va très tôt. Et tout le monde aura remarqué qu'il y a beaucoup de changements dans nos climats. Donc nous subissons de plein fouet ces réalités-là. Et selon les calculs qui ont été faits, on parle d'en gros 50 milliards qui sont perdus par le continent par an pour ces questions-là. Donc ça veut dire que le concept du pollueur-payeur, parce que nous sommes les moins polluants de la planète, ne marche pas vraiment. Nous en subissons le contre-coup majeur, mais nous ne sommes pas accompagnés sur ces réalités. On nous voit comme une alternative en termes des greniers du monde, mais il n'y a pas de façon conséquente des actions fortes qui sont prises. Ça, c'est une réalité. Alors que avec la guerre russo-ukrainienne qu'on a aujourd'hui, qui sont des pays aussi qui constituent d'une certaine façon et sur certaines denrées les greniers du monde, il y a un impact qui est fort aujourd'hui, notamment sur le continent et un peu ailleurs. Et aujourd'hui, il est peu que de dire, avec l'accentuation de certaines crises et tout, on a une famine qui gagne du terrain, on a une bonne partie des Africains qui se retrouvent dans une situation d'insécurité alimentaire. Ce sont ces éléments-là qui vont être abordés à partir d'aujourd'hui et on espère que ce sont des représentants qui seront très inspirés pour dégager encore une fois des pistes. Mais on sent, quoi qu'on dise aussi, tant que c'est au niveau africain, on sent une certaine, on sent toujours certaines limites parce que tout demande des investissements, tout demande des accompagnements et après s'étendre la CIBIL au niveau européen, s'étendre la CIBIL ailleurs. Et quand c'est comme ça, et quand on n'est pas le moteur de son propre développement, lorsque cela n'est pas auto-centré, vous finissez de prendre de grandes décisions qui dépendent de la bonne volonté ou des facilités accordées par quelqu'un d'autre. Ça, ce sont des limites objectives majeures. Il y a une Afrique qui doit être debout, penser par elle-même, mais être capable de financer ce qu'elle pense être bon pour son développement. Et je pense que c'est là le nœud gordien des choses. Merci pour ces analyses. Nous allons également dire merci à Aimé Zoundi et à toute son équipe qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. Nous allons parler sécurité, en tout cas pour cette convocation. Le nouveau bâtiment qui devrait abriter le siège du Haut Commissariat de la COSI dans la région de la Boucle du Moun a été endommagé par des hommes armés. Selon les témoignages, l'attaque s'est produite dans la nuit du 22 au 23 mai 2022 et le local justement nouvellement construit et non encore réceptionné aurait été dynamité. Alors on se rappelle encore que la maison d'arrêt de correction de la même ville avait été la cible d'une attaque terroriste en début du mois. Juge Bougma, je l'ai dit en début d'émission, aussi on posait cette question-là. Est-ce que COSI, la province de la COSI, n'est-elle pas devenue un autre ventre mou du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme? Bon, je ne sais pas comment répondre à votre question. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, c'est une zone qui est également sous pression, qui est vraiment harcelée, parce qu'on n'a pas su faire dans l'anticipation quand le Sahel et l'Est s'embrasaient, alors que par moment, il y avait déjà des incursions dans cette zone. On se rappelle de la zone de Touéni, les 10 gendarmes qui avaient été tués de façon atroce, et du convoi des élèves qui avaient effectivement été attaqués. À un moment donné, il y a eu un calme apparent, mais bon, les choses semblent avoir repris de plus belle. Donc, je pense qu'on a moins travaillé dans l'anticipation. Alors qu'aujourd'hui, dans plusieurs zones, il y a de l'anticipation qui a été opérée, il y a des checkpoints qui ont été installés, il y a un travail sérieux de contrôle et de vigilance qui est en train d'être fait dans plusieurs localités qui n'avaient pas été, qui jusqu'à présent
n'ont pas été touchés. Mais il y a ce travail déjà d'anticipation qui est en train d'être fait. Et dans beaucoup d'autres zones, je pense qu'on a manqué d'anticiper. Nous sommes plus concentrés sur les théâtres des opérations, alors que les terroristes prennent du temps et ont de la méthode pour pouvoir s'installer de façon subtile, de façon subtile et avec suffisamment d'intelligence, je veux dire. Voilà. Mais cela a permis, et ce qui fait que ça a permis qu'ils s'étendent de façon petit à petit, et puis bon, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait des incursions même de l'autre côté de la frontière ivoirienne, alors que cette zone, on se disait que bon, voilà. Mais on s'est laissé surprendre avec les pays voisins et tout. Ça veut dire que on aurait pu faire pareil, puisque déjà en 2015, il y a eu l'attaque de Samorougouan. Donc l'attaque de Samorougouan en 2015, ça aurait pu sonner naturellement comme un déclic et nous préparer à un véritable travail d'anticipation dans cette zone. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il y a ce détachement là-bas qui ont également fait, je dis bien, un bon boulot et qui avaient pu stopper à plusieurs reprises effectivement ces avancées-là. Donc, maintenant, aujourd'hui, ça devient aussi un autre épicentre des attaques terroristes. Donc après l'attaque de la prison, le dynamitage du Haut-Commissariat, autrement dit, ça a pris d'autres allures. Parce que jusqu'à, comme on appelle ça, Solenzo, touché également. Donc en réalité, cette zone est en train de devenir également un théâtre d'opération comme au niveau du Sahel. Et ça, c'est le constat amer que nous faisons. D'accord. Les symboles de l'État touchés, on a parlé de la prison civile. Cette fois-ci, c'est le nouveau siège du Haut-Commissariat de la COSI qui a été en tout cas la cible d'une attaque terroriste. Beaucoup en tout cas se posent cette question-là. Est-ce qu'on est en train de perdre Nouna? Une question légitime, selon vous, juge va. Bon, je crois que d'un premier abord, pour être honnête et franc avec nous-mêmes, il faut dire que c'est, pour le profane que nous sommes, c'est à ne pas comprendre. Parce que c'est seulement le 7 que des hommes armés non identifiés, en tout cas fortement armés, sont venus libérer certains des leurs à la même prison de la ville. Et vous savez, en la matière, comme il est de coutume, on vous dira que bon, après l'attaque, il y a des ratissages qui sont en train d'être faits et tout. Les messieurs, ils l'ont fait et ils ont fondu dans la nature. Avant de fondre dans la nature, ils ont attaqué un centre pharmaceutique où ils ont récupéré un dépôt pharmaceutique où ils ont récupéré encore du matériel soignant pour leur gare. Ils ont pris aussi, selon certaines indiscrétions, une importante somme d'argent. Je me rappelle aussi du communiqué, je pense qu'il était du procureur ou qui demandait à ce que très vite les personnes, en tout cas qui seraient absentes à l'appel au sein de la prison, regagnent soit la prison ou les lieux indiqués et tout. Il y avait eu même certains qui avaient déjà commencé. On s'est dit, pour une ville qui est sous qui est un peu dans l'œil du cyclone ou dans la ligne de mire de ces terroristes-là, notamment avec la preuve apportée de leur capacité de nuisance en seulement quelques temps, parce que n'oublions pas que les tirs ont commencé aux environs de minuit, ont été nourris jusqu'à 4 heures du matin. Donc, ça veut dire qu'ils étaient fortement présents. On se dit, bon, la logique voudrait que, au moins pour le temps qu'il y a après, il y ait un genre de veille en attendant. Mais quand vous prenez le cas de ce que vous évoquez tout à l'heure, même les travailleurs disent, Dieu merci, il n'y a pas eu de mort, mais c'est le matin, ils sont venus découvrir le dynamitage. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas outre mesure une veille qui est faite comme ça. C'est en tout cas de l'œil du profane, c'est c'est la conclusion qu'on pourrait tirer. On était le 7 quand on a eu cette attaque-là, c'était dans la nuit du 7 au 8. Aujourd'hui, nous sommes quand? Le 23, non? Et ça s'est passé quand? C'est hier ou avant-hier? L'attaque. Dans la nuit du 22 au 23. Dans la nuit du 22 au 23. On est à combien on n'est même pas à 2 semaines après. On n'est même pas à 2 semaines après. Dans une ville qui a subi
une foudre de guerre qui a permis de libérer qui on voulait d'une prison. Et qui plus est, si ce sont des éléments que ces terroristes sont venus chercher, c'est parce que c'est des gens qui comptent pour eux. Il y en a combien qui sont dans des prisons qui ne sont pas allés chercher? Parce qu'on avait pu mettre la main, on avait pu mettre le grappin sur des personnes essentielles. C'est pour ça qu'ils ont risqué la vie de certains autres combattants, risqué certaines armes, risqué une stratégie pour venir les libérer. Donc déjà, ça pose un certain nombre de questions. Dans la lutte que nous menons, lorsque nous glanons quelques résultats, comment est-ce que nous les conservons? Parce que des têtes, pour ce qui est de ces terrorismes-là, lorsqu'on arrive à en mettre la main dessus, je pense que c'est des sources très intéressantes d'informations. Dans la guerre que nous sommes en train de mener, on ne peut pas les laisser à Nouna si on sait que c'est à la merci de ceux qui sont leurs défenseurs et qui sont acquis à leur cause. En tout cas, ça nous donne à réfléchir. Maintenant que, pas moins de 2 semaines après, ils viennent encore et s'en prennent à un édifice tout neuf, pour moi, c'est encore un message qu'ils sont en train de donner, comme pour dire, écoutez, faites ce que vous voulez, ici, c'est nous qui maîtrisons, c'est nous qui faisons ce que nous voulons quand on veut et comme on veut. Il n'y a pas message plus clair que cela. C'est dommage parce que rien que ce week-end-là, on était très heureux pour ce qui s'est passé à Bozanga, la façon dont les 200 de terroristes qui ont tenté de s'en prendre au détachement militaire ont eu une réponse à la hauteur de leur envie, peut-être on dirait surdimensionnée. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, et ça je me réfère maintenant au discours du président lorsqu'il était arrivé le lendemain même de l'attaque de Bolzanga, il a dit ne dormez pas si vous l'aurez parce qu'ils vont revenir. C'est une lutte de tous les jours. C'est comme aussi à Nouna, ils allaient revenir. Et même pour l'attaque de Nouna, pour beaucoup de témoignages, ils ont commencé, leur présence se sentait dans la ville même avant l'attaque, au soir même. Donc ça sera difficile de dire que notre renseignement ne le savait pas. Si les populations même disent qu'il y avait on les sentait, ils étaient dans la ville avant l'attaque du soir. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Quand quelquefois avant on nous disait non, le renseignement ne fonctionne pas bien, je pense que tout ça a été changé. Les personnes en tout cas qui s'en chargent ont été changées. On se dit ça devait normalement mieux fonctionner. Quand on a l'information, comment est-ce que c'est traité, quelle réponse est donnée, c'est la question aussi qu'on se pose aujourd'hui. Et pour moi ça mérite vraiment questionnement. Surtout quand on regarde ce qui s'est passé à Nouna en l'espace de juste même pas 2 semaines. En tout cas, il y a des questions légitimes à se poser. D'accord. Alors, juge Bourman, Geoffroy va la rappeler, l'attaque de Nouna intervient, je dirais, quelques heures, sinon quelques jours après l'hommage rendu au personnel du détachement militaire de Bozanga, qui a mené une riposte et qui a permis justement de sauver des vies. On a cette attaque-là comme un message, et comme beaucoup le disent, dans cette lutte-là, il faut avoir le triomphe modeste et surtout se dire que c'est une lutte de longue haleine. Oui, ça on est d'accord que c'est une lutte de longue haleine, parce que même celui qui préside aux destinées des Burkinabés aujourd'hui a dit que c'est pas moins de 10 ans pour pouvoir éradiquer le phénomène. Commencer à avoir des résultats probants, même s'il n'a pas laissé 10 ans à celui qui l'a remplacé, parce que Roch n'a pas fait quand même 10 ans. Donc ça veut dire déjà que c'est une lutte de longue haleine, et pour quelqu'un qui a écumé effectivement ces zones, ces théâtres d'opération, c'est que déjà c'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Je suis d'accord avec vous. Deuxième, effectivement, triomphe modeste, alors qu'en même temps, il faut encourager les soldats à travers la matérialisation d'actes concrets. C'est vrai qu'à Bobo, il disait qu'il avait besoin beaucoup plus de m'engager. Sinon, les avions ne serviraient pas. Mais moi, j'ai dit qu'il faut les deux. Parce que l'équipement motive également l'employé. Donc l'équipement, la puissance de l'équipement peut motiver également, ça peut participer de l'engagement. Parce que il y a dans les questions de défense et de sécurité, il y a ce qu'on appelle les outils de dissuasion. Vous voyez un soldat qui est habillé, regardez les éléments de la force spéciale qui accompagnent le chef de l'État. Il y a d'abord un aspect dissuasif. Vous voyez un monsieur, vous ne voyez pas son visage, il est dans des lunettes noires. Même la journée, il porte des lunettes à vision nocturne. Ces chargeurs-là sont... il est bien bardé de chargeurs, de gilets pare-balles, et puis donc déjà, il y a un effet dissuasion. Et donc ça, c'est très important.
Et donc, quand l'ennemi saura également que la puissance de feu à un certain niveau, voilà. Mais ça veut dire que le même week-end, vous parlez d'hommes engagés, qui sont vraiment engagés, mais après, on a demandé l'appui aérien. Donc, il faut un équilibre des deux. Donc, ça, c'est un. Donc, comment est-ce qu'on motive? Donc, à travers un appui conséquent en matériel. Donc, deux. Maintenant, l'encouragement, effectivement, je pense, la médaille, la croix du combattant, je pense que c'est nouveau. Ça a été institué sous le président Kaboré. Si mes informations sont exactes. Et les premiers à l'avoir reçu, ils n'étaient pas nombreux. Je pense que c'était en 2021. Je pense qu'il y avait 14 sur la liste que j'ai. Bon, elle n'a pas été arrêtée, mais en tout cas, ils n'étaient pas nombreux à avoir reçu cette médaille du combattant. Parce qu'il y a un critère rigoureux de sélection, effectivement, qui va avec. Et donc, après avoir distingué ces éléments, il y a aussi des gendarmes qui ont été distingués parce que la gendarmerie également paye un lourd tribut dans cette affaire. Maintenant, question par rapport à ces détachements aussi qui ont fait face par moment à ces genres d'attaques, puisque ça intervient presque dans la même semaine que l'attaque de Madjouari, où on a perdu 11 éléments. Je ne pense pas que l'aviation y est allée. Mais là, comment on fait pour récompenser et motiver ces gens-là? Mais je me suis dit que Bourzanga, certainement, c'était le point de départ d'une nouvelle façon de contrer l'hydre terroriste, d'une nouvelle façon, d'un nouveau point de départ d'encouragement et de motivation des soldats. Et donc, à partir de maintenant, peut-être on pourrait s'attendre après chaque victoire éclatante qu'il y ait ce genre de cérémonie. Maintenant, ça reste à voir, j'ai dit bien. Effectivement, ça vient foutre. Ce qui s'est passé, c'est en représailles naturellement à la victoire que le Burkina a engrangée à Bourzanga. Donc des représailles, ce qui fait que la joie de tous les Burkinabés, elle a été de courte durée parce que le bilan humain qui a suivi est très lourd. Nous avons plus de pertes que si on tient compte du nombre de victimes. Et l'attaque du Haut Commissariat, c'est un symbole de l'État, du temps des provinces, parce que les régions sont venues après, même jusqu'à présent, c'est le représentant du chef de l'État dans cette zone. Donc c'est un symbole fort, c'est une image forte. C'est comme quand au début ils s'en sont pris aux instituteurs. L'instituteur dans l'administration burkinabé, c'est toute une histoire, parce que c'était avant tout un agent d'état civil. Il faisait les actes de décès, les actes de naissance et tout et tout. Donc c'était tout un symbole en son temps qui avait été touché. Donc toucher le Haut Commissariat, c'est aussi un symbole. Donc ça dit nous sommes encore fouettés dans notre orgueil. Maintenant, quelle va être la réponse que nous allons donner? Quelle va être la réaction que le Burkina Faso va donner? C'est en cela que nous allons pouvoir être évalués conséquemment par rapport à la suite, par rapport à l'équilibre des forces ou à l'inversion des tendances. Donc, étant donné que nous sommes dans une situation de guerre, naturellement, il y a des batailles gagnées, il y a des batailles perdues. Mais maintenant, après le barreau d'honneur du week-end, et ce qui s'est passé immédiatement après, quelle est la réaction que le Burkina Faso va donner? Quelle est la réaction que le chef de l'État, le chef suprême des armées et son commandement opérationnel, qu'est-ce qu'ils vont donner comme réaction? C'est ça que le Burkinabé attend. D'accord, juge, on a vu, Bernard rappelait tantôt la fréquence de ces attaques-là. Alors, on a eu ce qui s'est passé à Bourzanga. Avant cela, on a eu à Madjouari dans l'Est. Dans le Sénou, il y a eu une attaque. On parle de la Kossi. Alors, cela suppose justement qu'il faut avoir assez d'hommes, non seulement pour quadriller et être présent sur le théâtre des opérations. C'est en cela que beaucoup de Burkinabés avaient salué justement le rappel des militaires à la retraite. Mais jusque-là, pas de bilan. On ne sait pas finalement si cette opération a porté ses fruits. Est-ce que c'est pas là tout le nœud du problème, avoir assez de troupes combattantes pour faire face justement à la menace et surtout espérer inverser la tendance? Bon, moi je crois que pour inverser la tendance, il y a beaucoup d'éléments. Il n'y a qu'à regarder les critiques qui étaient faites à l'ancien président Roch Kaboré
pour annexer à cela les réponses qui devraient aller avec. La question du matériel, la question des hommes. Je pense que c'est ce qui venait essentiellement. Et puis, il y avait aussi la question de la stratégie. Je crois que ceux qui sont au pouvoir sont des militaires. Ils ont maintenant l'appareil politique. Il ne peut plus parler de dissonance ou de discordance entre ce qu'ils veulent entreprendre et ce qui est décidé. Parce que c'est eux qui décident. À la fois pour ce qu'on peut avoir comme acquisition militaire, armement et tout, et puis de ce qu'on peut avoir comme renforcement en matière humaine, en matière de ressources humaines. Donc c'est eux qui décident, c'est eux qui font tous les choix qu'il faut, et c'est des militaires. Il n'y a pas d'excuse. Et pourtant, moi je m'en remets parce qu'il faut parler des choses constatées. Quand on prend par exemple le rapport qui a été publié début mai par l'Institute for Security Studies, ISS Africa, qui est en Afrique du Sud, ils disent très clairement que le pouvoir militaire du colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a pas permis de régler le problème du terrorisme et de l'insécurité, en tout cas de leur analyse jusqu'à présent. Et ils en veulent pour preuve des chiffres qui sont donnés, parce que nous, souvent, quand je prends le cas d'un média comme True TV, on a décidé par exemple de ne pas se faire le relais de soldats tombés, de civils tués ici ou cela. On se dit, on est dans une communication qui sert plutôt autre chose que de nous encourager et de mettre le Burkina en avant dans cette guerre. C'est un choix que nous avons fait, nous. Sauf lorsqu'on est dans certaines zones de grandeur où on sait qu'on est obligé vraiment d'en parler parce que c'est vraiment fort et on est meurtri au plus profond de nous. Sinon, il y a tellement d'incidents violents qui sont répertoriés, et souvent, nous qui sommes dans le vécu quotidien, on ne s'en rend pas compte. Quand je prends par exemple les chiffres qui ont été donnés par Armed Conflict Location and Event Data Project, ECLED, il dit ceci: il y a eu 610 incidents violents impliquant principalement des groupes extrémistes violents entre le 25 janvier, je parle de 2022. 25 janvier, c'est lorsque le président Damiba arrive. Donc, depuis le 25 janvier, entre le 25 janvier et le 8 avril 2022, faisant 567 morts. Donc 510 incidents violents, 567 morts. Ils disent, par rapport à la période correspondante en 2021, le nombre d'incidents a quadruplé et les décès ont triplé. On est à 4 fois plus d'incidents violents, 4 fois plus d'attaques et à 3 fois plus de décès dans la même période en 2021. C'est pas moi qui le dis, c'est ce rapport-là. Il s'est renseigné avec les différents incidents et violences qu'on a eu. Je pense que même, on a eu l'un des conseils des ministres récemment qui a aussi reconnu la recrudescence aussi des attaques que nous avons et tout. Est-ce parce qu'il y a eu un changement ou bien qu'on est dans un... Parce qu'entre deux équilibres, il y a un déséquilibre. Personne n'arrive à marcher sans basculement. Même aller de l'avant, c'est accepter de passer d'un équilibre à un autre en transitant par un déséquilibre. C'est même comme ça qu'on avance. Mais c'est comme ça aussi qu'on recule. Parce qu'en deux déséquilibres, pour faire un pas en arrière, il faut un déséquilibre en temps. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a eu ce coup d'État, ce déséquilibre en temps avec des institutions qui n'étaient pas encore bien placées et tout? Est-ce que c'est par rapport à cela qu'il y a une recrudescence des attaques devant? Mais on dira aussi que ceux qui ont fait des reproches pour ce qui est des décisions qui étaient prises de la stratégie décidée en définitive, sont ceux-là qui ont décidé de prendre les rênes, c'est pour s'assumer et corriger les choses. Mais pour l'instant, il y a un constat qui est unanime. C'est que le problème n'est pas réglé, mais il a empiré. Ce qu'il faut espérer, parce que quand on le dit, ce n'est pas parce qu'on est contre le Burkina Faso, on est contre les autorités aujourd'hui. Un constat, c'est un constat. Ça permet, lorsqu'on est d'accord là-dessus, de tirer les conséquences et de pouvoir corriger. C'est ça qui est important. Si on ne réussit pas la transition, c'est tous les Burkinabés qui vont en pâtir. Si les terroristes arrivent à avancer encore plus, c'est les Burkinabés qui vont encore souffrir. C'est nous tous. Donc, ce n'est pas parce qu'on critique qu'on est contre, mais c'est parce qu'on veut que ça s'améliore. Et quand on veut cacher souvent le vrai diagnostic, quelquefois, et ce n'est pas quelquefois, c'est l'assurance aussi que le remède sera faux, puisqu'il est basé sur du faux. Acceptons que la solution là, on ne l'a pas encore. Heureusement que le président avait demandé 5 mois. On a déjà entamé en gros 1 mois. Et on espère que le recalibrage va se faire très vite. Mais pour l'instant, ce qui est constatable, c'est que l'inversion de tendance qu'on nous avait promis n'est pas encore arrivée.
Aujourd'hui, jusqu'à présent, lorsqu'on entend parler de soldats tombés, si ce ne sont pas nos positions qui sont attaquées, comme par exemple à Bouzanga, c'est un détachement militaire, on parle d'embuscade. L'embuscade, c'est quoi? Ça veut dire que vous n'étiez pas dans l'offensive très souvent. Ça veut dire que vous aviez un tronçon, on vous a surpris. C'est-à-dire que nous, quand le président Damiba faisait ses premiers discours, et lorsqu'on demandait la clarification de ce qu'est la restauration, c'était une armée plus offensive. C'était une armée qui se développerait pour regagner du terrain, du territoire, pour reloger et remettre des Burkinabés dans des villages perdus du fait du terrorisme, dans des villages occupés par des terroristes. Aujourd'hui, c'est vrai, il peut y en avoir des exemples. Mais je veux dire qu'on est plus... C'est comme à un moment donné, pour faire un peu le parallèle, lorsqu'on nous disait on construisait tel nombre d'écoles, mais il y avait tel nombre d'écoles sous période qui s'est créé encore plus. Donc, c'était ce gap-là qu'on avait. Aujourd'hui, on perd plus de terrain qu'on en gagne. C'est ça aussi la réalité dans laquelle on est. Maintenant, on espère qu'on est dans une restructuration au sens plein du terme, c'est-à-dire qui est assez profond, qui fait que lorsque ça sera achevé, on aura très vite des résultats qui vont permettre une inversion des tendances. C'est ce qu'on peut espérer. Mais pour l'instant, peut-être que c'est des choses qui se font dans le secret de Dieu parce qu'on parle de questions militaires, mais il faut accepter que pour l'instant, sur le terrain, ce qu'on est en train de voir, ce qu'on entend, c'est une recrudescence des attaques et puis c'est plus de morts. Ça au moins c'est quelque chose d'implacable qui se met à nous, qui s'affiche à nous. Alors le week-end, le chef de l'État justement à Bouzanga le rappelait. Alors ceux qui vont décider ou qui vont perdurer dans la violence armée auront en face, je dirais, la puissance de l'État ou la puissance de feu de l'armée. Mais ceux qui vont accepter justement la main tendue de l'État pour le dialogue instauré seront traités en tout cas comme tels. Mais quand on regarde l'option du dialogue, si elle ne piétine pas, en tout cas la mayonnaise a du mal à prendre quand on regarde aujourd'hui ce qu'on a comme réalité sur le terrain, juge Bougma. Oui, ça c'est vrai. Par rapport à la croix du combattant, je fais d'ailleurs une précision que le lieutenant-colonel Zungrana, détenu pour tout ce qui a été dit sur lui, a été décoré de cette croix de combattant là, parce qu'il fait partie aussi de ceux qui montaient au front comme Évrard Sommet et autres, à un moment donné, quand il était avec ses hommes. Donc pour revenir à votre question, la précision c'est quoi? Ce que le chef de l'État dit, c'est vrai. Mais quand vous lisez le rapport qui a été fait par rapport à la mission de l'émir Militako qui est allé rencontrer les groupes armés terroristes, d'abord ils disent qu'ils ne sont pas initiateurs ni demandeurs de cette médiation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas porteurs d'un projet de médiation. La main tendue, c'est le gouvernement qui l'a initié. Et donc, effectivement, si notre gouvernement dit, nous avons tendu la main, ceux qui la saisissent, nous prenons, ceux qui refusent, nous allons les combattre, ben ça, c'est le résultat tu auras maintenant. Parce que ça, c'est la parole du chef de l'État. C'est la parole du chef suprême des armées, qui plus est un militaire. Donc, nous, citoyens, nous, civils, cette inversion de tendance, c'est sur le terrain que nous allons constater. Déjà que ce qui s'est passé hier, les chiffres communiqués par le gouverneur sont contredits par les hommes qui sont sur le terrain par rapport au nombre de VDP tombés et au nombre de populations tombées. Et donc, il ne faudrait pas... Pour l'attaque du Sénou, il ne faudrait pas faire en sorte que la parole du gouvernant soit remise en cause de façon implacable, parce que ceux comme on appelle ça, ceux qui ont apporté la contradiction ont même donné les noms de ceux qui sont tombés. Ils ont donné des noms. Ce n'est pas qu'un nombre, ils ont donné même des noms. Et ça fait 6. Côté civil, ils disent que ça dépasse le nombre qui a été également donné. On parle de 35. Mais c'est des gens qui sont sur le terrain. Donc ici, on a le chef de l'État, effectivement, qui est face à ses responsabilités, qui a donné 5 mois pour qu'on puisse avoir les résultats. 5 mois de combat ou 5 mois de dialogue. Il veut faire les deux. Face à des gens qui disent nous ne sommes pas demandeurs de négociation ou de dialogue. Donc le contenu, c'est vous qui y mettez. Nous avons nos conditions, nous vous attendons. Donc, et si nous ne sommes pas encore à l'équilibre des forces, encore moins à l'inversion des forces, ce n'est pas aussi évident. Ce n'est pas aussi évident. Donc je pense, et on a affaire à combien de groupes?
ou bien c'est 2 ou 3 groupes seulement qui écument l'ensemble du Burkina. Alors que on n'a pas que ça, on n'a pas que 2 ou 3 groupes seulement. Donc ici, il y a un travail, il y a un délai qui avance, mais il y a la parole d'un chef de l'État qui est mise en jeu. Pas en doute, en jeu, par rapport aux résultats à atteindre. Donc, la menace est sortie. C'est pour dire à ceux qui ont dit nous ne sommes pas demandeurs de ce dialogue, de se préparer au cas où, effectivement, ils ne vont pas être d'accord avec l'offre de dialogue, d'assumer entièrement et pleinement leurs responsabilités par rapport à la probable puissance de feu qui va se déferler sur eux. C'est ce que je retiens et c'est ce que je note. Mais ces choses-là, c'est vraiment un terrain. Mais en tant que chef suprême des armées, il ne peut pas aussi s'exprimer sans rassurer les Burkinabés, sans sortir effectivement, parce que c'est le chef de l'État, sans sortir un discours du guerrier, du combattant. C'est ça aussi la réalité. Donc, mais j'ai dit, cette inversion, c'est vraiment terrain. C'est pas que je ne suis pas optimiste, je suis optimiste, mais par rapport à ce qui est donné de voir, il nous faut nous resserrer et puis y aller. Maintenant, comment, avec qui et avec quoi, c'est là que effectivement nous sommes très attendus. Mais j'ai dit, nous ne l'aurons pas. Le Burkina seul ne pourra pas. Oui, ce que Bernard dit est très intéressant. Le Burkina seul ne pourra pas, mais je crois aussi que il y a quelque chose qu'on devrait sentir. Peut-être que le commun des Burkinabés aussi ne perçoit pas, peut-être fortement, c'est ce qui ne le rassure pas. Quand il y a eu le coup d'État, pour moi, il y a des éléments forts qui ont été donnés, même avant, quand on entendait les plaintes. J'ai dit encore, c'est la question du matériel, c'est la question des hommes, c'est la question de la stratégie. C'est les éléments qui nous ont été servis. Maintenant, dites-moi jusqu'à aujourd'hui, en matière de matériel, de quoi en avez-vous entendu parler en termes d'acquisition? Parlons de Bouzanga. Disons-nous la vérité, la question aérienne a été d'un atout majeur. Donc, ça c'est important. Je me rappelle du dernier point qui a été fait par les autorités maliennes, c'était celui du 11 mai. Sur leurs avancées terrain. Ils ont été clairs. C'est les acquisitions de matériel, notamment des appareils volants, qui leur permettent d'avancer. Et lorsque il y a un problème, la ligne aérienne vient gérer. Ils disent aujourd'hui sont capables par eux-mêmes d'apporter ce soutien-là qui est majeur. Et on a tous appris ici, ils ont fait acquisition de temps. Il y a le ministre qui est allé là-bas, qui a discuté, qui a négocié, il y a temps qui est arrivé. Nous, pour nous, on n'a pas encore entendu ça. Peut-être que ça se fait qu'on ne nous dit pas. Mais ça, en tout cas, nous, on n'en a pas encore entendu. Alors que le problème de matériel était posé. C'est vrai que le président a servi dans son discours la dernière fois que ce n'est pas le matériel qui va combattre à la place des gens, il faut de la volonté. Mais même s'il faut de la volonté, vous disiez que la question du matériel posait un problème. Est-ce qu'on est en train de le régler? Comment est-ce qu'on est en train de le régler? Je ne pense pas que les acquisitions, même si on ne nous dit pas ce qu'on a pu acquérir de façon détaillée, parce qu'on sait que c'est militaire, mais les acquisitions, comme on l'a vu dans d'autres pays, c'est des choses dont on entend parler. Deuxième élément, la question des hommes. On a rappelé, vous le disiez à un moment donné, ceux qui étaient allés à la retraite. Aujourd'hui, ça a donné quoi? Est-ce qu'il y a un point clair qui nous est fait? On a l'impression que ça n'a pas prospéré ou bien que ça n'a pas porté les fruits escomptés. Donc, je veux dire que sur chacun des éléments, on regarde, mais on n'est pas assez, on n'a pas la bonne impression là-dessus. Moi, je dis, c'est ça qu'il faut accepter de dire. Maintenant, on le dit pour qu'on corrige. Pour que sur le terrain, on sente vraiment une inversion de tendance majeure. Maintenant, on espère que, comme je l'ai dit encore, structurellement, peut-être qu'on travaille tellement en dessous. Mais bon, et que quand ça va sortir, on va voir. Mais c'est tout ce qu'on peut espérer. Mais pour l'instant, là, soyons d'accord, ça ne va pas. D'accord. Nous allons parler d'un autre conflit armé, en tout cas qui se joue à des dizaines de milliers de kilomètres de l'Afrique, dont l'impact, en tout cas, est subi par les populations au quotidien. Il s'agit de la guerre Russie-Ukraine. Et en tout cas, dans ce conflit-là, le président en exercice de l'Union africaine a annoncé qu'il se rendra dans les prochains jours en Russie et en Ukraine pour parler de paix. Juste au regard de l'impact justement de cette crise-là, est-ce que c'est une démarche qui est justifiée?
Oui, au regard de l'impact de la crise et de la place, pour ne pas dire du rôle, de la fonction qu'occupe le président sénégalais actuellement, donc président en exercice de l'Union africaine, il est dans son rôle. Alors, je dis également l'autre enjeu, c'est une Afrique également qui veut s'affirmer dans le concert de continent, si vous permettez l'expression, donc qui entend aussi, qui ne veut pas regarder les choses en spectateur BA, mais qui veut apporter sa contribution pour qu'on dise la voix de l'Afrique, c'est celle-ci. Mais qui est aussi dans une position délicate. Quand on regarde Macky Sall, finalement, vous ne savez pas si lui-même il est avec l'Ukraine ou avec la Russie. Il dit que lui-même il le dit. Ce n'est pas qu'il est il est pro-ci ou il est pro-celui-là, mais ce qu'ils veulent, c'est la paix, c'est tout. Donc, parce que c'est très sensible et c'est délicat. Il y a une Russie qu'on ne veut pas froisser, il y a une Europe qu'on ne veut pas aussi froisser. Donc, entre les deux, c'est une position suffisamment délicate. Donc, qui appelle Volodymyr, qui appelle Vladimir Poutine, et qui va se rendre en Ukraine, qui va se rendre également en Russie. Voilà. Donc, ici, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle peut être la portée de ce message? Est-ce que la voix de l'Afrique incarnée à travers la personne de Macky Sall pourra être entendue et dans quelles conditions? Ça reste à voir. Mais je pense que Macky Sall également veut jouer sa part de responsabilité comme le colibri dans l'incendie. Fait sa part de boulot, espérant que ça va s'éteindre, en attendant de voir que d'autres personnes, d'autres entités pourront être mises à contribution. Sinon, ce ne sont pas les déplacements qui ne se multiplient pas. Même le patron, le secrétaire général de l'ONU y était. Mais jusqu'à présent, les choses n'ont pas été contenues, puisque chacun a encouragé chacun à aller à la guerre. L'Europe a encouragé l'Ukraine, les autres également ont encouragé Poutine. Donc la Chine et les autres, de l'autre côté, la Corée du Nord, ont également encouragé. Donc ceux de l'Europe et des États-Unis d'Amérique ont aussi encouragé chaque camp à aller à la guerre. On a l'impression que personne ne veut la paix. Donc, de fait de propositions pour que l'Ukraine soit neutre, la Russie n'a pas été entendue. Ce qui préoccupe les partisans de l'OTAN, c'est d'élargir leurs bases, quitte à brûler l'Ukraine, pour satisfaire leur ego et prouver que eux, ils sont forts. Donc, je pense qu'il y a cette guerre d'ego des dirigeants de ce monde qui se joue également là-bas. Donc, l'Afrique y va, mais Macky Sall également. N'oublions pas que le potentiel gazier du Sénégal, il est très grand. Donc il y a aussi un enjeu économique majeur, puisque Macky Sall même dit d'ailleurs qu'à partir de 2023, leur gaz sera prêt, ils peuvent fournir également à l'Europe qui en cherche. Donc il y a cette réalité aussi qui est là. Maintenant, est-ce que c'est seulement l'enjeu économique? Non, parce que nous subissons déjà de plein fouet. Donc en attendant que le gaz sénégalais soit prêt, en 2023, si ça va tenir, 2023, c'est pas 2022, décembre 2023. Donc, en attendant, c'est des prix qui flambent. Mais j'ai dit, de part et d'autre, cette guerre, on pouvait l'éviter. Pour peu que ceux de l'autre côté aient pu respecter la parole, le contrat verbal qui avait été donné en son temps, que l'Ukraine, que l'OTAN n'élargirait pas ses bases jusqu'aux portes de la Russie. Comme la Russie ne compte pas également, à un moment donné, à arrêter d'élargir ses bases aux portes des États-Unis d'Amérique, notamment à Cuba. Mais en son temps également, quand on parle, on oublie que ce sont les Américains d'abord qui ont positionné leurs missiles en Turquie et qui avaient irrité le président russe qui a aussi envoyé ses missiles à Cuba. On parle des missiles russes, mais on a oublié aussi qu'il y a eu un départ. Mais en son temps, les deux puissances au monde ont eu la sagesse que chacun retire ses troupes. Cette fois-ci, non. La guerre d'ego a pris beaucoup plus de place. Et donc, que pourra Macky Sall? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est une voie aussi qui doit être donnée. C'est une Afrique aussi qui doit s'affirmer, mais qui doit aussi réfléchir à résilience.
Voilà, on est très dépendant et on en est victime. L'Afrique qui veut jouer les premiers rôles dans la médiation dans cette crise-là, on l'a dit, Macky Sall qui annonce un déplacement. Quand on regarde aujourd'hui le poids de l'Afrique sur le plan économique et sur le terrain géostratégique et géopolitique, est-ce que cette initiative du président sénégalais, président en exercice de l'UA, peut porter ou bien ça serait un coup d'épée dans l'eau? Non, il est dans son rôle parce que bon, il est quand même le président d'une union qui porte tout un continent. Donc sur une question aussi majeure, c'est normal qu'on entende le continent, c'est normal qu'on entende Macky Sall qui préside donc à la destinée de cette union-là depuis. Et on se rappelle que dès les premières heures, il y avait cet appel à ce que l'invasion s'arrête et qu'ils reviennent à la table de discussion. Cela avait été exprimé par Macky Sall déjà. Maintenant, n'oublions pas aussi que derrière, dans tout cela, il y avait eu à un moment donné un lobbying à l'endroit des pays du continent pour condamner et prendre position dans ce qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine et par ricochet donc avec le bloc américano-occidental. Et donc dans cette pression en son temps de se positionner, vous vous rappelez que la partie malgache en avait déjà parlé, parlant de l'ambassadeur je pense de France qui en son temps mettait la pression pour qu'ils puissent en tout cas être plus clairs dans leur position dans la crise russo-ukrainienne. Mais n'oublions pas aussi qu'en, je pense que c'était en mars, et au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, il y a eu une résolution qui a été adoptée pour condamner l'invasion russe en Ukraine, et elle avait été adoptée. Il y a eu 28 pays africains qui ont voté pour cette condamnation-là. Il y a eu quand même pas moins de 17 ou 18 pays africains qui se sont abstenus, dont le Sénégal et beaucoup d'autres pays qui se sont abstenus de prendre position dans un conflit dans lequel il fallait vraiment bien regarder, parce que ça allait être un peu simpliste que de dire que non, c'est le bloc américano-occidental qui avait raison et que celui russe est jusqu'au boutiste et tout. Donc il y a eu cette posture-là à un moment donné, mais il faut comprendre aussi que il faut évoluer dans ces positions, en même temps qu'on ne veut pas forcément prendre position. Si on peut être facilitateur et se positionner tel quel, c'est toujours bon. Maintenant, parler du poids de ce que notre voix a ou de la façon dont elle porte, je pense que ce qu'on est en train de faire, c'est du correct, et puis c'est du Djanjoba dans notre propre quartier, quoi. De loin là-bas, ils n'entendent pas ça. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Ce qui est en train de se passer, c'est une bagarre c'est une bagarre d'éléphants, et pour peu que nous y allions, on va se faire écraser. C'est ce que nos pays avaient compris. Se mettant en retrait et en ne s'affirmant pas, parce que beaucoup sont en train de voir la Russie comme des alternatives en termes de coopération face aux problèmes qu'ils sont en train de rencontrer dans leur pays à eux. Chacun a ses intérêts et chacun se positionne par rapport à cela. Et n'oublions pas que les positions que vous prenez aujourd'hui vous rattrapent des fois demain dans vos diplomaties, et dans cela, les pays africains sont très prudents et par rapport à cela. Maintenant, dernier élément que moi je ne peux pas passer comme ça sous silence dans le prisme dans lequel je regarde ça. Oui, Macky Sall, au niveau de l'Union africaine, qui va aller vers la Grande Russie et les autres là pour dire, bon écoutez, mettez un peu d'eau dans votre vin et tout, et tout, et tout. Mais il fait quoi pour son voisin malien? Son voisin malien qui est à côté là, pour lequel ils ont pris des sanctions et dont le peuple est en train de souffrir depuis. Ils font quoi? C'est ça en fait tous nos contrastes. La Russie se bat avec son voisin l'Ukraine sur des éléments parce que l'Ukraine devrait être un genre de pays tampon. Ça c'est entre la Russie et l'Ukraine. C'est vrai que ça nous concerne. Mais nous avec nos voisins là, est-ce qu'on est en bonne intelligence? Comment on sauve notre voisin? Vous n'arrivez pas à sauver, vous êtes encore dans l'asphyxie de votre voisin, mais vous partez demander à la Russie d'arrêter ce qu'elle est en train de faire avec l'Ukraine. Le Mali, qui est votre premier client, avec lequel vous avez la balance commerciale excédentaire de 190 milliards, qui a choisi votre terre comme étant son couloir, l'un de ses couloirs principaux en termes d'importation et tout. C'est ce que vous êtes en train de lui faire.
Mais vous préférez aller dire à la Russie, écoutez, vous asphyxiez un peu trop l'Ukraine, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. Trouver un moyen de dialogue, trouver un juste milieu. Mais ce n'est pas le Sénégal qui est en train d'avoir ce discours-là avec les autres pays de la CEDEAO pour ce qui est du Mali. C'est le Togo qui est en train de s'employer à aller voir Alassane, à aller voir Macky Sall, à aller voir le président ghanéen, à aller voir, pour qu'on revoie la sanction qui est prise contre le Mali, qui somme toute, dit bien le président togolais, se fait à l'encontre des Maliens. C'est vrai qu'il y a la question de la junte, on veut pousser les Maliens à les faire sortir, mais on est en train d'asphyxier un peuple. C'est ça aussi la réalité. Je crois qu'il n'y a pas pour moi d'empathie ou il n'y a pas d'attachement à la souffrance humaine à variable double. Ça ne devrait pas être comme ça. Et pour moi, comme il est au niveau de l'Union africaine à la tête, la première leçon là, aurait été de faciliter au niveau de la CEDEAO pour nos frères maliens. D'accord. Juste pour moi, on va terminer avec vous sur ce chapitre-là. On l'a dit, Macky Sall est dans son rôle. L'Afrique veut faire entendre sa voix dans cette crise-là. Mais en même temps, l'Afrique est divisée sur la question, va le rappeler tantôt, même au niveau du vote au niveau des Nations Unies, on l'a vu clairement, l'Afrique a du mal à parler d'une seule et même voix concernant la crise ukrainienne. Est-ce qu'elle peut justement s'opposer en médiatrice avec justement ces conditions-là? Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce qu'en réalité, ce n'est pas une affaire de position, c'est une affaire d'intérêt. Même le géant sud-africain, au niveau du Conseil des Nations Unies, n'a pas voté pour. Donc, c'est-à-dire ici, c'est beaucoup plus la question d'intérêt, alors que l'Afrique du Sud et la Russie entretiennent de longues relations très serrées, compte tenu de l'apartheid et du soutien russe en son temps. Donc, à cette histoire-là, effectivement, les Africains ne peuvent pas parler de la même voix sur ce dossier, compte tenu des intérêts. Ne demandez pas au président ivoirien de parler de la même voix par rapport au dossier ukrainien. Lui et l'Afrique du Sud ne pourront pas parler le même langage. Les intérêts ne sont pas les mêmes. C'est la même chose. Même Macky Sall, son voisin malien, Geoffroy l'a fort bien rappelé, a une longue relation historique avec la Russie. Et ici, c'est un Mali aussi qui a fait le choix de la Russie. Donc Poutine également regarde la sincérité de Macky Sall par rapport à son engagement pour le Mali. Président en exercice de l'Union africaine, qui ne plaide pas auprès de la CEDEAO pour qu'on allège les sanctions. Effectivement, il y a cette contradiction-là. Il y a un problème de cohérence déjà. Et donc, ici, c'est un Poutine également qui regarde Macky Sall, mais qui tient compte de ce qu'il a pu faire également en Afrique. Parce qu'on se rappelle que quand il fallait déloger Yahya Jammeh, c'était l'armée sénégalaise. C'était l'armée sénégalaise à l'issue d'une élection. C'était l'armée sénégalaise qui était en avant. Parce que il y a aussi cette querelle de leadership entre les deux en son temps. Donc la réalité aussi, elle est là, implacable. Donc en fonction des intérêts, ce n'est pas une Afrique qui pourra dire chaque pays fera le choix de ses intérêts. Et comme Macky Sall le sait très bien, et que dans l'Union africaine, il y a des vrais géants de grande puissance, plus que le Sénégal, il tiendra compte. C'est pourquoi il est dans une position d'équilibriste. Mais c'est très difficile à assumer. Mais je ne pense pas que c'est cette Afrique-là qui pourra faire entendre raison les deux protagonistes. Parce que ce qui se joue, ce n'est pas l'Ukraine est utilisée par l'Europe et les États-Unis pour régler des comptes à la Russie. Et ils ne vont pas se laisser faire. Donc je pense aussi qu'une défaite de l'Ukraine est présentée comme la leur. Et leur guerre d'ego aidant, nous sommes dans cette amplification et dans l'escalade de cette violence-là. D'accord. Déplacement annoncé de Macky Sall en Ukraine et en Russie pour faire les pourparlers et plaider justement pour la fin de la crise et l'attaque du bâtiment du Haut Commissariat de la province de Kossi à Nouna. Voici les deux sujets qui étaient enrôlés pour la présente convocation. Merci, messieurs les juges, pour les clés de lecture et analyse apportées à ces sujets enrôlés-là. Nous allons nous faire un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous demain pour la même mission. Jeter un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.